Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Kaiser Foot, votre podcast balado-diffusion et maintenant vidéo-diffusion qui porte sur la Bundesliga et le football allemand en français. C'est avec grand plaisir que Mathieu Lemay, votre serviteur, retrouve ses principaux collaborateurs et amis, à commencer par le Kaiser qui continue de faire la tournée rapidement avant l'arrivée de l'hiver, des champs de golf, tout en parcourant les championnats de gymnastique. S'il chante la pomme sur les verres, ce n'est pas juste pour déguster un bon vin blanc entre deux trous, mais une chose est sûre, il garde la forme. David Lortolari, allô Frenda, comment ça va? Allô Mathieu, salut à tous. Ça va bien et j'essaye de garder ma santé mentale en jetant un œil effectivement à d'autres sports que notre football qui rend fou parfois. Nous, pas, on l'espère, mais certains acteurs de celui-ci semblent perdre les pédales parfois. Je ne veux pas faire de débat maintenant parce qu'on a aussi un prestigieux copain à accueillir, n'est-ce pas Mathieu? En effet, on va espérer que sa santé mentale se porte bien de son pays hôte actuel, qu'est la Belgique, droit dans son une pièce, ce qui reflète peut-être le plat pays dans lequel il habite. Il est tout fier néanmoins de faire partie donc de cette confrérie de Québécois qui vont à l'étranger pour enrichir leur savoir. Anthony Tessier, allô Frenda, comment ça va? Salut Mathieu, salut à tous. Ça va très bien, comme tu le dis. J'ai pas beaucoup d'espace ici, mais juste assez. Ça va, on est confortable. Puis très beau pays en passant la Belgique pour ceux qui auront la chance ou qui ont eu la chance de la visiter. Je recommande. Donc, puis oui, hein, on suit l'actualité du foot, on suit la Bundesliga, on suit l'actualité de la Mannschaft. Puis on garde aussi un petit œil sur le mercato qui s'en vient en janvier. Quelques rumeurs qui sortent, qui commencent déjà à sortir. Surtout avec des blessures qui sont arrivées ou qui vont arriver. Donc, il va y avoir plusieurs transferts à prévoir, entre autres dans le foot allemand. Donc, très hâte d'en discuter avec vous au cours de cet épisode, mais des prochains aussi, messieurs. Ah, bien entendu. D'ailleurs, j'annonce que lors du prochain épisode, on risque fort de faire un petit tour d'horizon des clubs allemands dans les compétitions européennes parce que ce sera vraisemblablement la fin de ce que j'appellerais la phase de groupe en novembre prochain. Et on pourra alors se concentrer un peu plus sur cet aspect de la question. Mais pour commencer, on va aborder un sujet qui vient un petit peu flirter avec ce que David Lortolari vient de dire, c'est-à-dire des choses qui rendent fou dans le monde du foot, en tout cas sur le plan mondial. Vous n'êtes pas sans savoir que la FIFA a fait de nombreuses propositions via notamment Arsène Wenger, notamment cette Coupe du Monde aux 2 ans, qui est assez absurde, mais on sent là une volonté, bien évidemment, d'aller chercher plus de revenus. Ça, on ne va pas s'en cacher. Mais parmi la flopée des propositions, il y en a une qui a retenu notre attention, c'est celle du port d'oreillettes pour les joueurs. La raison pourquoi j'en parle et pourquoi ce thème constitue le premier de notre émission, parce que vous le savez, notre nouveau format, on parle de 5 thèmes. Ce premier thème, donc, c'est-à-dire le port d'oreillettes pour les joueurs, c'est une idée qui a été approuvée par Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich. Il a, entre autres, affirmé que ça avait du sens pour lui parce que ça lui permettait, lui comme entraîneur, de donner plus facilement des instructions aux joueurs sur le terrain plutôt que de leur crier comme ça sur le terrain là, à plein poumon. Ça serait plus facile donc de transmettre des instructions. Et il a cité un exemple, le football américain, où le quarterback, comme on dit en anglais, le quart arrière, avait justement des oreillettes et recevait les instructions de son entraîneur, voire de son coordonnateur à l'attaque, par exemple. Alors, je pose la question tout de suite. Julian Nagelsmann, qui est en faveur du port d'oreillettes pour les joueurs, j'ai déjà entendu certains commentateurs dire qu'on s'en allait dans la phase de la robotisation du foot avec ça. Ça peut paraître un peu exagéré, mais je veux vous entendre là-dessus et entendre aussi le point de vue allemand sur la question. Alors, en premier lieu, David, le port d'oreillettes, est-ce que c'est une idée valable ou pas, ou est-ce que c'est trop moderne? Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'en pense l'Allemagne? Il y a plein d'aspects intéressants autour de ça. La première remarque peut-être qu'on peut faire, c'est que les Allemands, d'autres pays autour, mais tout particulièrement l'Allemagne, ont été très intéressés et très curieux des dernières méthodes développées sur les, allez, peut-être 10-15 dernières années, des méthodes plus scientifiques, des méthodes presque plus médicales, on pourrait dire, avec
l'optimisation d'appareils. On pense par exemple au footbonaute où les joueurs s'entraînent face à une espèce de mur en 3 dimensions avec des lumières qui s'allument et on doit développer ses réflexes pour envoyer le ballon exactement au bon endroit. Tout ça a été accueilli avec intérêt et on a considéré assez largement, assez majoritairement que ça pouvait apporter une amélioration individuelle et collective autour du football. Donc l'amélioration technologique, l'amélioration scientifique, l'amélioration des méthodes d'entraînement, l'optimisation est plutôt bien reçue. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui irait peut-être à l'encontre de ça c'est plus personnel comme remarque, c'est que moi, je me suis aperçu, en ayant aussi quelques confrères ou quelques amis spécialisés dans le cyclisme, que l'oreillette dans le cyclisme faisait fortement débat parce que ça tuait un petit peu la spontanéité. Ça faisait prendre le pas de la stratégie sur l'initiative individuelle, sur le panache, sur la fougue, sur l'irrationnel, sur l'incertitude. On imagine mal Bernard Hinault, Laurent Fignon, les grands champions des années 80, 90 et avant, se contenter des ordres de leur directeur sportif. Donc si on rattache cela au football, on va dire assez facilement, une oreillette pour Pirlo, pour Modric, pour Michel Platini, ça va tuer l'artiste. Ça, c'est une autre remarque. Après, il y a encore une fois, je fais un mouvement d'aller et vient entre le pour et le contre. Il y a autre chose, c'est-à-dire que les sports, vous savez ça mieux que moi, messieurs, les sports qui sont très considérés en Amérique du Nord, le hockey sur glace, par exemple, qui a évidemment fait appel à la vidéo, d'autres spécialités aussi, où on s'appuie sur la technologie. Le rugby a accueilli avec quand même une certaine bienveillance et une certaine positivité, si on veut, l'apport de la vidéo sur les essais, sur les ballons tangents, sur la ligne et tout. Tout ça est à ramener un peu dans une même logique. Donc il y a des pour, il y a des contre. Pour revenir sur l'Allemagne et sur Nagelsmann en particulier, on apprécie en Allemagne l'apport, l'inventivité de ses coachs. Il y a eu Rangnick, il y a Nagelsmann maintenant, il y en a quelques autres qui sont entre guillemets des scientifiques, qui sont un petit peu des innovateurs, des penseurs. Aujourd'hui, l'innovation dans le football passe par la technologie, passe par les outils de traçage. Donc il y a évidemment un apport sur lequel on ne peut pas, on ne peut pas mettre un drap là-dessus et dire nous on n'en veut pas, on reste dans nos vieilles traditions. Donc il y a vraiment ces deux aspects. Attention à ne pas tuer le côté artiste du footballeur, parce que pour moi c'est essentiel à tous les postes, le côté spontané, le côté improvisé, le côté unique. Mais évidemment, ce qu'apporte Nagelsmann et les propositions qu'on peut avoir, je ne parle pas des trucs farfelus comme la Coupe du Monde tous les 2 ans. Hein. Peut-être qu'on en parlera à côté, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ce point. Mais pour ce qui est de la technologie pure, des appendices technologiques de l'oreillette, ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles, soyons ouverts, ne faisons pas pour autant du football ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une discipline complètement scientifique, complètement quelque part aseptisé, si on utilise tous ces appendices. Progrès, oui. Dénaturation, non. Anthony, toi qui représentes la jeunesse, on dit que le futur est technologique. Non, c'est un cliché. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Je trouve que, un peu comme David l'a dit, puis comme tu l'as dit au départ, je pense que ça robotise un peu, ça déshumanise le sport dans une certaine mesure. C'est sûr qu'on s'en va, on le voit qu'on s'en va vers ça. Hein. On a vu, comme le dit David, au niveau de l'arbitrage, dans plusieurs sports nord-américains notamment, même au foot européen avec la VAR maintenant, on recherche de plus en plus de précision au niveau de l'arbitrage. On veut essayer de minimiser les erreurs le plus possible. On veut s'assurer que le jeu soit équitable, que le résultat soit optimal sur le terrain pour ce qui est de l'arbitrage. Pour ce qui est des performances même des joueurs, je pense on n'est pas encore rendu là selon moi. Je pense, comme dit David, il faut tendre l'oreille, il faut ouvrir les yeux, il faut être ouvert à une possibilité de changement technologique dans le foot. Mais je pense qu'on n'est pas encore prêt d'aller vers ça. On fait que regarder les réactions des gens avec la VAR. Il y a tellement de gens qui sont contre la VAR ou qui demanderaient des zones grises ou qui demanderaient des clarifications.
Je pense que si on en vient à robotiser carrément les joueurs même, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Peut-être, par exemple, comme tu mentionnais avec la NFL tout à l'heure, on a les quarts arrière qui possèdent l'oreillette, qui sont un peu le cerveau central, si on veut, de l'opération sur le terrain. Peut-être qu'un seul joueur, par exemple le gardien ou le capitaine, pourrait avoir cette oreillette-là, qui pourrait distribuer les consignes, les directives de l'entraîneur aux autres coéquipiers. Mais de là à donner une oreillette à chaque joueur, je pense que ça déshumanise un peu le sport, comme je mentionnais au début. Puis je crois qu'on n'est pas prêt encore dans le foot européen à avoir ça. Mais on s'en va vers ça, inévitablement. Si on regarde dans les 10 dernières années, les 15 dernières années, sur l'ensemble des sports de la planète, le progrès technologique pardon, qui a été effectué, c'est exponentiel. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, on va y arriver un jour à cette implantation de la technologie à ce niveau-là dans le foot. Mais ça ne sera pas pour demain, selon moi. Donc, c'est une belle proposition. Mais je comprends qu'il y ait des réticences. Je comprends que certains entraîneurs qui sont peut-être plus tacticiens, moins motivateurs, qui sont peut-être plus dans les consignes, dans le schéma de jeu, un peu à la Nagelsmann, un peu à la Thomas Tuchel, des entraîneurs qui veulent vraiment poser leurs pattes sur le jeu un peu plus, qui ont tendance à pas laisser moins de liberté à leurs joueurs, mais dans le sens où ils aiment bien contrôler le jeu. Je pense que ces entraîneurs-là seraient très, très, très accueillants envers cette idée. Mais ça sera à voir. Moi, je retiens deux choses pour conclure sur ce thème. L'optimisation pour David et, de ton côté, Anthony, le fait que ce ne soit pas tous les joueurs qui portent l'oreillette. Moi, ça rejoint mon point de vue. Si on doit aborder cette technologie, c'est pour optimiser certaines choses, je suis d'accord, et il peut y avoir des bienfaits à ça. Et je crois que pour ça, il ne faut pas mettre des oreillettes dans les oreilles de tous les joueurs sur le terrain. On peut se limiter effectivement à un joueur qui pourrait être, par exemple, le capitaine, et qu'on se concentre beaucoup sur ce que j'appellerais certaines instructions tactiques, pas nécessairement dire aux joueurs tire ou arrête, c'est-à-dire comme ça on le commandait à distance un peu comme un jeu vidéo. Et je pense pas que les entraîneurs veulent en arriver là non plus. Dans le football américain, c'est limité au quart arrière parce que c'est lui qui dirige un peu le jeu, donc on lui transmet le jeu en question. On a vu que la technologie peut apporter certaines choses, pas pour tout contrôler, pas pour être trop omniprésente. Ça, c'est bien paramétré et si on s'en sert, je dirais, par rapport à améliorer un peu la justesse ou voire pour aider le travail du personnel, que ce soit les arbitres ou le staff technique, je parle et je spécifie là-dessus, aider, au même titre que la police scientifique est venue un jour aider la police tout court dans ses enquêtes. La police scientifique n'a pas tout remplacé. Il y a des méthodes anciennes qui sont demeurées, mais la police scientifique apporte un plus, ce qui permet d'avoir peut-être un faisceau de preuves plus large. Vous voyez un peu où je vais en venir. Donc, pour moi, tout là-dedans doit être bien paramétré. J'en profite d'ailleurs pour souligner que dans tout ce débat pour ou contre la VAR, on a tendance à oublier que, selon moi, la VAR souligne peut-être certaines règles d'interprétation un peu absurdes dans le règlement qu'il va peut-être falloir clarifier un jour. Ça, il y aurait quelque chose d'utile à faire dans l'avenir. Pour ce qui est du port d'oreillette, je me limiterai à un seul joueur pour commencer, si on en arrive là un jour. Et je peux comprendre que Julian Nagelsmann ait peut-être envie, lui, qui a peut-être des visées plus modernes en termes d'entraîneur, ait envie d'en faire usage, mais je doute que ce soit pour tous les joueurs tels qu'ils l'envisagent. On va passer maintenant au second thème. Un thème qui revient comme à chaque année, c'est le thème du Ballon d'Or. Je rappelle que l'an dernier, il n'a pas été distribué à tort ou à raison, diront certains, mais comme c'était une année de COVID et que certaines ligues avaient été suspendues, les activités avaient même été interrompues en France pendant toute l'année, on a considéré qu'il ne fallait pas remettre le Ballon d'Or. Et plusieurs disaient que celui qui l'aurait mérité si on avait eu à le remettre, c'était Robert Lewandowski. Voilà pourquoi j'en parle. L'attaquant vedette Robert Lewandowski qui joue au Bayern Munich a battu le record de Gerd Müller en 2021. C'est un des arguments qui penche en sa faveur, notamment pour qu'il soit l'un des candidats à considérer recevoir le Ballon d'Or pour 2021. Mais il y a, bien entendu, des concurrents. On passe à Mohamed Salah, qui a réussi un triplé récemment contre Manchester United et qui est un des meilleurs joueurs africains en Premier League anglaise. On passe, bien entendu, à Karim Benzema, qui a permis à la France de remporter la Ligue des Nations et qui a pris un rôle d'envergure au Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui revient dans l'équation, mais je pense qu'il n'est plus tout à fait dans la course parmi les favoris, malgré son record de buts en sélection avec le Portugal.
Lionel Messi, son nom revient toujours, bien entendu, parce qu'il a gagné la Copa América avec l'Argentine, un premier titre en 93. Ses statistiques sont encore excellentes. Mais on en arrive, puisque nous, on parle de foot allemand, et là, je pose la question tout de suite. Mon cher David, est-ce que Robert Lewandowski a toujours des chances de remporter le Ballon d'Or en 2021, alors qu'on était prêt à le lui donner l'an dernier? C'est peut-être moins évident cette année. Et je sais qu'il y a des commentaires qui disent qu'on ne serait pas choqué s'il le gagnerait. Mais concrètement, David, a-t-il toujours des chances d'aller chercher ce trophée? Qui, personnellement, moi, je m'en fous comme d'une guine de ce trophée-là. C'est une récompense individuelle. Mais ça intéresse beaucoup de personnes qui nous suivent. C'est pour ça que je pose la question et je suis curieux d'entendre ta réponse. Alors, le Ballon d'Or est complètement déconsidéré depuis quelques années. Néanmoins, il continue de faire beaucoup parler et il continue de faire référence. C'est peut-être un paradoxe, mais il faut accepter cela. Je suis très critique et je ne suis pas le seul, mais ça reste un trophée qui fait date et qui évidemment, qui laisse sa trace dans une saison de football. Je voudrais qu'on file un tout petit peu la métaphore technologique. Premièrement, il y a un bug, puisque maintenant, on fait un listing, une shortlist, comme on dit en France. C'est bien envoyé, le bug technologique après le premier thème, David. C'est très bien envoyé. Oui. Ben, il y a un bug, il y a cette liste d'une trentaine de joueurs qui pourraient être 50, qui pourraient être 25, qui pourraient être peu importe. Et Joshua Kimmich n'est pas dans la liste. Or, c'est le footballeur le plus complet actuellement. Donc, rien que de ce point de vue-là, il devrait être dans cette liste. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Considérant que Jorginho est considéré qui est un peu le même genre de profil, à toute proportion gardée, effectivement, on peut se demander pourquoi Joshua Kimmich ne figure pas parmi les 30 candidats. Oui, ça c'est une première chose. Ensuite, vous savez que dans les jeux vidéo de football, on fait la différence, comme dans d'autres jeux vidéo, entre l'arcade et le réalisme. Alors évidemment, si on est dans l'arcade, on va empiler les ballons d'or pour Lionel Messi, qui est le plus rapide, le plus virtuose, le plus technique, celui qui fait peut-être le plus rêver, avec un ballon dans le pied, au pied. J'ai dit dans le pied, c'est à la limite, ça colle tellement qu'on pourrait presque dire dans le pied. Bon, mais sur le plan du réalisme, il y a quand même quelques faits un petit peu objectifs là cette année. Tu as mentionné à juste titre, je l'aurais fait sinon à ta place, qu'il y a quand même une histoire, il y a quand même un patrimoine du football. Gerd Müller, ça a été le plus grand numéro 9 de l'histoire du football européen. On peut mettre à ses côtés quelques autres joueurs sur la planète, des grands attaquants, des grands avant-centres. Le record de Gerd Müller, qui était symbolique, qui était mythique, ses 40 buts en 34 matchs en une saison a tenu plusieurs décennies. Et Robert Lewandowski, bien entouré évidemment en ce moment au Bayern, a fait tomber ce record qui semblait inaccessible. Hein. Moi-même, j'ai été secoué par ce record battu. Et rien que pour ça, en 2021, année civile, je pense qu'on a un argument massif, un argument massu pour Robert Lewandowski, pour dire que c'est le joueur qui devrait être récompensé. Alors il l'est dans d'autres récompenses aussi, il n'y a pas que le Ballon d'Or, il y a des récompenses sur l'année, des récompenses mondiales, et il est évidemment l'un des premiers considéré, l'un des premiers protagonistes dans ces récompenses-là. Mais je pense que c'est un argument décisif. Évidemment, si on est du côté des réalistes, on va dire que Karim Benzema a de très belles chances parce que c'est un merveilleux joueur, c'est un joueur décisif, c'est un attaquant qui sait tout faire. Pour le coup, il a très très peu de points faibles et il peut prétendre être dans les trois. Et puis si on est plus du côté arcade, on va être davantage vers le spectaculaire, davantage vers peut-être vers un Cristiano Ronaldo, vers un Mo Salah, qui est un formidable attaquant aussi, qui représente très très bien le continent africain et plus particulièrement nord-africain. Ce serait aussi intéressant de ce point de vue. Bon, je pense que les principaux noms, on les a cités. Pour moi, c'est Lewandowski, il n'y a pas de discussion. Mais il y a de très beaux joueurs aussi qui pourraient ne pas faire scandale à recueillir ce trophée. Benzema, tu l'as cité. Mo Salah, tu l'as cité. Peut-être qu'il y en a un 3 ou un 4e que j'oublie. Et je suis intéressé aussi d'entendre le point de vue d'Anthony à ce sujet. Pour moi, Lewandowski 2020, Lewandowski 2021, aucun problème. Et avant d'entendre Anthony, je veux juste spécifier que
lorsque David Lortolari est venu sur RFI, il est venu avec le maillot du Bayern. Donc, il a fait du lobby pour Robert Lewandowski. Et surtout qu'on dit que le Bayern fait très peu de lobby, à la différence du Real Madrid. Le Real Madrid considère ce trophée-là, le Ballon d'Or, comme étant d'importance, alors que le Bayern, c'est beaucoup plus... ils font plus profil bas, ce qui expliquerait pourquoi, il y a quelques années, Ribéry a vu peut-être le Ballon d'Or lui échapper au départ de Cristiano Ronaldo. On en a beaucoup parlé. Maintenant, je vais me tourner du côté d'Anthony. Est-ce que de ton côté, tu penses que c'est Lewandowski qui devrait mériter le Ballon d'Or pour 2021? Ben oui. Ben oui, c'est tout simplement. Je pense que comme l'a dit David, en 2020-2021, il n'y avait pas photo. Hein. Je pense c'était Lewandowski qui devait l'avoir. Pour la saison en cours, écoute, c'est un Lewandowski qui bat le record de Gerd Müller, qui remporte le soulier d'or européen, qui, selon moi, s'il avait été présent contre le Paris Saint-Germain, remportait une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'avec la Pologne, avec sa sélection, il a fait tout ce qu'il pouvait. Hein. Il a quand même marqué 3 buts sur 3 rencontres. Il a tout fait, hein, écoute, qualifier son équipe. C'est ça, exactement. Je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux. Les gens ont souvent l'excuse de la sélection. Ouais, mais il a fait quoi, Lewandowski, avec la sélection? Écoute, il joue avec la Pologne. Il fait ce qu'il peut avec la sélection qu'il a, avec les joueurs qui l'entourent. Je pense que il y a cette blague qui disait qu'il aurait dû se faire naturaliser allemand. Ouais, exact. Mais c'est ça, exact. Mais c'est quand même ça. Si Lewandowski était allemand, selon moi, il a déjà 2 ou 3 ballons d'or. Ouais, ouais. Donc, je pense que oui, seulement par accumulation. Je sais qu'on ne devrait pas attribuer ces récompenses individuelles-là sur 2 ans, par accumulation. Mais je pense que par la force des choses, Lewandowski qui gagne la Ligue des Champions, brise le record de Gerd Müller, qui gagne le soulier d'or européen. Écoute, ça fait beaucoup. Ça commence à faire pas mal. Je pense que ça serait quand même assez... ça serait spécial de ne pas lui remettre. Puis de le donner, par exemple. Oui, je comprends que Karim Benzema remporte la Ligue des Nations. Je comprends qu'il est excellent présentement avec le Real Madrid. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec le Real Madrid en club la saison dernière? Je veux dire, il n'a pas gagné la Liga, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. À un moment donné, il faut être réaliste aussi. Il faut comprendre. Je veux bien comprendre que les clubs espagnols, les clubs anglais sont peut-être plus glamour, sont peut-être plus dans les gros sous, si on peut dire ainsi. On a les grandes vedettes, on attire les projecteurs, mais je pense que Lewandowski mérite amplement ce ballon d'or-là. Puis je crois que si on a un joueur à définir en tant que meilleur joueur au monde, présentement, c'est Robert Lewandowski. Il n'y a aucun doute pour moi. Moi, je pense que ça va jouer entre lui et Benzema. Si c'est pas l'un de ces deux-là, le Ballon d'Or, je vais encore plus le détester parce que ça veut dire qu'il y a des journalistes qui vont voter malheureusement peut-être en se référant à la même poutine, comme on dit chez nous. Cela dit, pourquoi je pense que Lewandowski devrait le mériter? Je pense justement au fait qu'il aurait dû l'avoir l'an dernier et que ça n'a pas été attribué. Il y a peut-être des journalistes en Europe qui vont y penser à ça. Le record de Gerd Müller, pour moi, c'est quelque chose de très important, autant que le record de buts en sélection de Cristiano Ronaldo, parce que même s'il y a des gens qui veulent minimiser le niveau de la Bundesliga, je m'excuse, mais un record vieux de 49 ans et qui est battu, et par un buteur, il faut le dire, au niveau de la carrière, puisque c'est un des critères de sélection, hein, on n'en parle pas beaucoup, un des critères de sélection au niveau du Ballon d'Or, au niveau de la carrière, c'est que Lewandowski a une carrière tout aussi impressionnante qu'un Karim Benzema aussi. Là. Quand on regarde ce qu'il fait, ce qu'il apporte, il a toujours été régulier. Il a été très peu blessé, et quand il est blessé, il revient puis il retrouve ses marques assez vite. C'est un joueur qui se garde en forme, qui est aussi très discipliné. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que Robert Lewandowski a toutes ses chances d'aller chercher le trophée. Si Benzema l'emporte, je ne serais pas choqué du tout, parce qu'il a des critères à son avantage, bien sûr, lui aussi. Mais si ça serait quelqu'un d'autre qu'un de ces deux joueurs-là, moi, ça me surprendrait beaucoup et ça me ferait beaucoup, encore une fois, déconsidérer le niveau ou le piédestal sur lequel on place ce trophée. Après, j'aime bien l'argument voulant que peut-être qu'il y a des joueurs qui apportent beaucoup au collectif comme Joshua Kimmich ou comme Jorginho, que moi, j'aurais voulu qu'on considère un peu plus au niveau du Ballon d'Or. On a déjà récompensé des joueurs qui, à une certaine époque, qui étaient ce genre de joueurs-là. C'était pas l'empilade de statistiques, c'était des joueurs qui amenaient une nouvelle dimension à un collectif dont la contribution se mesure autrement que par des stats.
J'espère qu'un jour, on reverra un peu ces critères-là, même si le nombre de buts et de passes décisives et les titres ont souvent une valeur, mettons, sont plus mis en lumière, sont davantage mis en lumière que la contribution au collectif. Troisième thème de l'émission, et là, on passe directement en Bundesliga. Lors de la dernière émission, on avait parlé des difficultés du RB Leipzig et de Mönchengladbach. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Leipzig a remonté au classement et ils sont même en 6e place actuellement. Ils ont une position européenne, pardon. Alors, malgré les échecs en Ligue des Champions, Jesse Marsch semble tranquillement trouver ses marques. Mönchengladbach est 12e, mais ils ont commencé à gagner quelques matchs. Donc, Adi Hütter semble lui aussi peut-être tranquillement s'installer avec sa nouvelle équipe. C'est plus compliqué pour Oliver Glasner avec Francfort. Francfort qui est beaucoup plus bas dans le classement. C'est à se demander si son poste ne serait pas en danger parce qu'il n'a que 2 points d'avance sur le barragiste qu'est le FC Augsbourg. Mais moi, j'aimerais parler aujourd'hui, même si je soupçonne que David doit avoir un sourire en coin, puisqu'on a appris juste avant, peu de temps avant l'enregistrement de cette émission, que Marco Van Bommel avait été démis de ses fonctions à Wolfsburg. Imaginez, il y a 1 mois, il était au sommet de la galaxie en Bundesliga. Et là, depuis qu'on a mis fin au premier épisode, paf, son équipe a sombré, a connu une série de défaites, même au championnat européen, et il a été démis de ses fonctions. On parlera plus tard de son possible remplaçant, peut-être dans un futur épisode. Mais là, on a beaucoup ergoté et parlé de la chaise musicale des entraîneurs. Mais on n'a pas beaucoup parlé des entraîneurs qui sont toujours en poste et qui sont en position stable. Et je veux vous parler d'un entraîneur, mais là, vous me voyez venir parce que j'ai souvent parlé de cette équipe-là, mais j'aimerais qu'on en parle un peu plus aujourd'hui. C'est de Fribourg et de son entraîneur Christian Streich. Christian Streich, actuellement, a profité peut-être de cette chaise musicale des entraîneurs pour poursuivre son projet avec Fribourg. Et au moment où on se parle, bien, je suis désolé, mais au classement, ils sont en très, très bonne posture et ils ont enfin une place européenne. Ils sont 3e. 2 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Ils ont 2 points de retard sur Dortmund qui est 2e et 3 points en retard de l'attaque. Et c'est la seule équipe en Bundesliga qui n'a toujours aucune défaite en un match. Alors, David, ma question, Christian Streich à Fribourg, est-ce que c'est l'année peut-être de la consécration de son travail? Parce qu'on sait que les joueurs ont beaucoup circulé à Fribourg. Ce n'est pas une équipe riche, mais qui fait toujours beaucoup avec peu. Et là, on dirait que cette année, on semble profiter de tout ce mouvement d'entraîneur qui a été sans doute plus omniprésent que celui des joueurs. Il semble avoir profité un peu du fait qu'il est bien en selle, bien en place. Et là, le club de la Forêt-Noire est 3e au classement et connaît un très, très bon départ. Et il semble aller dans la bonne direction. Alors, David, est-ce que c'est l'année, enfin, pour Christian Streich de prendre la lumière en Allemagne? Lui, dans son style bien caractéristique, bien à lui, nous dit qu'il faut être très prudent, que c'est vraiment, ça fait un parallèle vu de France avec la JOCR des années 90, quand Auxerre marchait très bien, et que l'entraîneur disait jusqu'à la dernière journée, on joue le maintien, même s'ils étaient 4e, quoi. Ah ben oui. Christian Streich est dans la même logique, très malin, très modeste, se déplaçant à vélo pour venir à l'entraînement, rasant les murs, un entraîneur proche de ses joueurs, non pas dans le sens ami-ami, mais dans le sens très bon dans la communication, un manager merveilleux, surtout pas cassant, surtout pas méprisant, entretenant un style volontairement local, volontairement proche du terroir, du terreau, j'ai envie de dire, et un entraîneur formidable. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de l'avoir en face à face il y a quelques mois, et j'étais dans la salle en patientant avant qu'il arrive. Il a déboulé avec son sourire, et il a vu que j'attendais avec mon enregistreur et mon bloc-notes. Et il m'a proposé un verre d'eau. Alors ça vous paraîtra, ça n'a rien d'extraordinaire, mais je veux dire, c'est un entraîneur de Bundesliga, quoi. C'est pas l'attaché de presse du club, c'est pas c'est pas le magasinier, c'est pas le jardinier, quoi. C'est un entraîneur qui a forcément des soucis, qui doit rendre des comptes par rapport aux résultats, même si pour lui c'est au-dessus de la moyenne par rapport à ses moyens. Mais voilà un homme profondément humain.
un entraîneur qu'on verrait très bien performer en 3e division ou chez les amateurs, parce que c'est vraiment quelqu'un qui transmet un message intense, qui est à l'écoute, qui est dans l'échange avec vous, et je suis sûr que c'est la même chose avec ses joueurs. Et ça marche parce que il n'y a pas de grandes vedettes aussi à Fribourg. Hein, il y a de superbes joueurs, mais il n'y a pas de grandes vedettes, bien sûr. Et tu as raison, Mathieu, ça tourne, quoi. C'est pas le même gardien cette année que l'année dernière, c'est pas le même avant-centre non plus. Il y a beaucoup de changements. Et ça tourne pourtant très bien. Et on a l'impression qu'il y a une progression très progressive, pour le coup. Et chaque année, on arrive à fédérer, à cimenter et à obtenir un groupe qui a des résultats d'autant meilleurs que les autres sont inconstants, d'autant meilleurs que les autres ne sont pas toujours au top mentalement. À Fribourg, vous avez la dimension physique qui est au point, la dimension de communication qui est au point. Vous avez un groupe homogène, sans grande vedette. Vous avez aussi, je veux terminer par là, messieurs, un tout petit peu d'euphorie cette saison pour le public régional là, dans le sud-ouest de l'Allemagne, parce que nouveau stade, enfin, ce stade de la Forêt-Noire, qui donne un appel d'air, qui apporte aussi cette espèce d'enthousiasme autour du club. Donc oui, Mathieu, tu as raison, s'il y a un moment où il faut briller, c'est cette saison. Fribourg se refuse à toute pression inutile en refusant de dire objectif qualification européenne. Ça, je pense qu'ils le refuseront longtemps encore dans la saison. Mais c'est leur saison, c'est le moment. Ils sont forts dans les duels, ils sont présents à tous les matchs. Vous l'avez vu dans le dernier match avant notre enregistrement, ils vont gagner à Wolfsburg. Wolfsburg, c'était un club qui n'allait pas en ce moment, mais ça reste une forte dimension athlétique, ça reste un club avec des joueurs importants, et ils sont allés gagner sans grande discussion. Et ils continuent à jouer les modestes, mais Fribourg, cette saison, doit être aussi fort que l'Union Berlin l'a été la saison dernière, peut-être même meilleur, c'est-à-dire aller chercher un ticket européen en fin de saison, quel qu'il soit. Si c'est la conférence, ils seront contents. Si c'est l'Europa League, ils le seront d'autant plus. Si c'est la Ligue des Champions, ça voudra dire que d'autres ont défailli, mais ce sera de toute façon mérité et légitime. Ils n'ont aucune pression, en fait. Et l'humilité de l'entraîneur sert davantage son équipe que l'adversaire. Anthony, de ton côté, comment tu vois Christian Streich? Là? C'est le temps de développer un peu sur cet entraîneur. Alors, parle-nous un peu de comment toi tu vois Fribourg cette saison, là, devant l'excellent départ que ce club connaît et ce que leur entraîneur, qui est là quand même depuis un certain temps, continue d'apporter en qualité au sein de ce collectif qui semble à chaque match toujours présent. Même quand on les croit à terre et quand ils ont une série de défaites, ils se relèvent toujours. Ils ont l'air d'être affectés par rien du tout, là, en fait. Ils semblent dans leur bulle, dans leur univers et ils suivent une direction bien précise et ils y tiennent mordicus, peu importe les résultats. Ouais. De mémoire, juste Anthony, simplement pour préciser, mais tu le sais, tu l'aurais dit sans doute, je crois que ça fait 10 ans, hein, il est là depuis 2011. Ouais, ça fait une dizaine d'années. Ouais. Ben, en fait, écoute, c'est incroyable de voir les résultats qu'il réussit à obtenir avec, comme on l'a dit, un club qui est assez modeste, hein, qui, oui, certes, a eu les moyens de construire un nouveau stade. Puis les gens sont très heureux, comme l'a dit David à Fribourg, d'enfin pouvoir mettre les pieds dans ce nouveau stade-là, parce qu'il y a eu beaucoup de controverses autour de celui-ci, hein, on le sait. Mais là, une fois que c'est fait, je veux dire, on a la qualité sur le terrain, c'est incroyable. Puis Streich réussit avec les joueurs qu'il a, année après année, à obtenir de bons résultats, non seulement à éviter la relégation, non seulement à éviter le ventre mou, mais à presque flirter avec l'Europe dans les dernières années. Et cette année, je pense que ça, comme tu l'as dit, Mathieu, je pense qu'ils vont prendre n'importe quel ticket européen. Je pense que on va le prendre. Je veux dire, que ce soit la Conference League, que ce soit l'Europa League, que ce soit la Ligue des Champions. Écoute, on va être très heureux de non seulement d'encaisser le chèque, hein, d'une part, parce que c'est un club modeste, mais d'autre part aussi de démontrer au monde, à l'Europe en fait, que les clubs plus modestes peuvent parvenir à de bons résultats, hein, avec une bonne gestion sportive, une bonne gestion humaine, parce que, encore une fois, humaine, comme tu l'as dit, David, Christian Streich est un entraîneur qui préconise l'approche humaine avec ses joueurs, qui est un entraîneur motivateur, rassembleur, puis on le voit depuis des années. Puis je pense qu'il n'y a pas d'autre explication à ça, parce que si on regarde l'effectif,
un autre entraîneur un peu moins motivateur n'aurait pas ces résultats-là, selon moi. Donc, c'est vraiment ça démontre, ça fait ressortir la qualité d'entraîneur et de tacticien et de motivateur que peut avoir un Christian Streich. C'est sûr qu'il y a eu certains renforts là, cette année. Je pense notamment à Maxi Eggestein, qui avait eu de très bons moments avec le Werder au cours des dernières années, qui se glisse très, très bien dans ce collectif-là. C'est vraiment merveilleux à voir. On a encore les Gunther et compagnie, Schlotterbeck, qui font très, très bien. Vincenzo Grifo encore. Donc, vraiment un bel effectif cette année, très complet. Hein, si on regarde l'effectif, il n'y a presque pas de blessés cette année. C'est ce qui est intéressant aussi à Fribourg. On réussit à bien manier l'effectif, à bien faire tourner. Et ce que j'aime encore plus cette année de Fribourg, qui n'était pas nécessairement le cas dans les dernières années, c'est le fait qu'on incorpore des jeunes joueurs de l'académie, des jeunes joueurs des U21 de Fribourg 2, du club qui évolue présentement en 3e division allemande. On incorpore des joueurs des plus jeunes dans le 18. C'est vraiment très, très bien. Puis on réussit à leur donner quelques minutes. C'est bon pour l'avenir du club. C'est bon pour les futures finances du club aussi. Hein. Faut y penser quand même. Ça démontre les qualités, encore une fois, de formation de ce club du SC Fribourg. Bref, très belle saison jusqu'à maintenant pour Christian Streich et ses hommes. On va lui souhaiter que ça continue comme ça et qu'il réussisse à décrocher un ticket européen. Mais ça semble bien parti pour eux. Moi aussi, je le souhaite. J'aime bien, en tout cas, la comparaison que David a faite avec un certain Giroud, avec le jeu Auxerre. Oui, oui. Là, maintenant, j'ai une image de Christian Streich qui va payer l'addition au restaurant discrètement, mais qu'on voit quand même, en tout cas. Mais déjà, l'image il se rend à l'entraînement à vélo, je trouve ça très, très intéressant. Il me fait penser, d'ailleurs, quand je le vois un petit peu à ce professeur d'éducation physique, ce maître d'école, mais que les étudiants ont le goût de suivre et ont le goût d'écouter. Parce qu'il y a certainement quelque chose bien à lui qui fait qu'il est entendu. Et j'aime aussi le fait que Fribourg a aussi du caractère sur le terrain. C'est pour ça que je dis, on a l'impression que rien ne peut les atteindre. Même quand cette équipe-là, pour l'instant, elle n'a pas de défaite, mais quand cette équipe-là va se mettre à perdre des matchs, j'ai comme l'impression qu'ils vont rester calmes, ils vont voir venir, ils vont être capables de réagir, selon moi. Et probablement que ça va être l'équipe pour enfin obtenir une place européenne. Ce serait une belle récompense. 4e thème de l'émission. Oui. Juste désolé de t'interrompre. Je viens de lire que Florian Kofeld est le nouvel entraîneur du VfL Wolfsburg. Donc, ça serait officiel. Vous aurez eu le scoop en regardant. Ce serait officiel. Florian Kofeld, nouvel entraîneur de Wolfsburg. En espérant que ça relance le club de l'automobile, si je peux dire comme ça, quoique l'automobile est très omniprésente, évidemment, en Allemagne. Alors, mais ça ne me tentait pas de faire la pub pour une marque. Voilà pourquoi. Ceux qui connaissent Wolfsburg sauront de quelle marque je parle, de toute façon. 4e thème, donc, de l'émission. On revient un petit peu à la première saison qu'on a eue, toi et moi, David. Je me rappellerai toujours, lors de la première saison, c'est toi qui m'avais mentionné ce joueur, cette jeune pépite qui avait alors 17 ans, au Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Maintenant, pourquoi c'est le 4e thème de notre émission, ce joueur? C'est que cette année, il a 6 passes décisives à égalité en tête avec Kramaric d'Offenheim. Et il semble cette année être passé à un niveau supérieur. Son jeu semble avoir franchi un cran. Alors, la question, elle peut paraître un peu présomptueuse, mais j'ai envie de la poser au sein de cet épisode. Est-ce que 2021-2022 pourrait être l'année de l'éclosion de Florian Wirtz au sein de la Bundesliga, comme il peut s'établir là, comme un des meilleurs joueurs de la Ligue? Est-ce que c'est vraiment l'année de son éclosion, là, David? Je peux répondre par la fin en vous disant qu'il est déjà en train de s'installer en équipe nationale. Hein. Alors, il va y avoir de la concurrence, mais c'est un indice fort quand même. Ben oui. Parce qu'à ce stade, enfin, je veux dire, sur cette zone du terrain, il y a quand même une grosse concurrence. Florian Wirtz, super. Alors, bien sûr, dans le football d'aujourd'hui où tout va très vite et où les propositions de contrat un peu vertigineuses vont arriver très vite, on doit rester prudent. Parce que, évidemment, s'il restait à Leverkusen un peu plus longtemps que Kai Havertz, son illustre prédécesseur, peut-être qu'on pourrait se dire il a un cocon, il peut progresser, il peut apprendre de ses erreurs, il peut être ménagé quand l'entraîneur le souhaite, parce qu'on ferait attention à lui. S'il part, comme l'a fait Kai Havertz à Chelsea, il va falloir tout de suite assumer de grosses responsabilités et aussi assumer peut-être parfois d'être absent du 11 de départ pendant 4, 6, 8, 10 matchs.
c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes contraintes. Aujourd'hui, Florian Wirtz, c'est un super joueur. On lui pardonne encore de ne pas pouvoir assumer les hauts et les bas de Leverkusen. Je veux dire que vous avez vu qu'il y avait quand même des ratés dans la saison de Leverkusen encore, même s'ils sont assez bien classés en Bundesliga et bien placés encore aussi pour se qualifier pour la suite de la campagne européenne. Mais aujourd'hui, à Leverkusen, on lui pardonnera de ne pas être l'homme à tout faire. S'il part dans un autre club, on lui pardonnera moins s'il passe à travers 2 ou 3 matchs successifs. Vous voyez bien l'idée. Je dis ça parce que j'essaye d'anticiper et je pense que Florian Wirtz, on va vite lui tomber dessus et on va vite lui mettre le grappin dessus. Je veux dire, les clubs de premier plan européen ne peuvent pas ne pas voir ce joueur-là. Formidable conduite de balle, cette insolence un petit peu dans le bon sens du terme. Frechheit, on dit en allemand, c'est pas seulement l'insolence en français qui dit que la personne est mal élevée, c'est surtout une insolence bienvenue dans le sport, tenter des choses, tenter des coups, apporter une créativité. Et il y a une belle émulation aussi, je pense, pour lui, avec des joueurs du même âge. Kai Havertz qui a un petit peu d'avance, Musiala au Bayern est un petit peu aussi dans la même qualité technique, dans la même qualité de joueur. Donc Florian Wirtz à suivre de très près, c'est un formidable joueur. J'espère vraiment qu'il va pouvoir empiler des performances de haut niveau parce qu'il le mérite. Et il a pris une envergure cette saison, Mathieu. C'est un vrai décollage. On l'a vu venir sur sa qualité, mais après, derrière, il fallait être capable de résister aux impacts en Bundesliga, de résister au paysage médiatique, de résister aussi au fait qu'à Leverkusen, je le répète, il y a des hauts et des bas. Il est en progression. Et on peut le voir, on peut l'attendre monter très très haut. Maintenant, encore une fois, tout va dépendre de ses destinées dans les prochains mois, des agents qui pourraient tourner autour, des propositions qu'il peut y avoir, et du destin collectif de Leverkusen qui quand même nous a parfois déçus dans les fins de saison régulièrement. Il y a plein de choses quand même autour qui font qu'on doit rester prudent. Mais voilà, moi je suis enthousiaste par rapport au niveau de ce joueur et on veut le voir performer, c'est certain. Toi, Anthony, tu n'étais pas là lors de la première saison. Alors, ça va être intéressant de t'entendre parler de Florian Wirtz. Comment tu vois ce joueur-là? Et cette saison, est-ce que toi, tu vois en lui là, une éclosion cette année par rapport aux saisons précédentes? Je n'étais pas là la première saison, mais la saison dernière, je me rappelle en avoir glissé quelques mots sur lui, mais c'est un joueur phénoménal. C'est un élément récurrent, mais on doit remercier David lors de la première saison de l'avoir mis à notre attention. Le dépisteur, le recruteur. Mais oui, non, c'est un joueur exceptionnel. Comme il s'en fait très peu dans le football européen. Puis on le voit, comme l'a dit David, ses qualités, sa conduite de balle, la vision de jeu, comme on dit en anglais, le football IQ, le quotient intellectuel football, si on veut, la façon qu'il a d'anticiper le jeu. Puis aussi, même défensivement, c'est très rare d'avoir des jeunes joueurs à cet âge faire une pression défensive, défendre en avançant, comme on dit en termes de football, de façon aussi phénoménale. C'est très rare de voir ça à cet âge-là. Il faut le répéter, mais il n'a que 18 ans. Il vient d'avoir 18 ans. Donc, c'est un joueur qui a encore beaucoup, beaucoup de potentiel, même si son niveau est incroyable. Comme tu l'as dit, David, il est maintenant sélectionné avec la Mannschaft. Réussi à gratter quelques minutes, même obtenu une passe décisive sur un but de Karim Adeyemi contre la Roumanie, si je ne m'abuse. Donc, c'est très intéressant ce qu'il nous démontre cette saison. Puis, il nous montre aussi qu'il est capable de jouer sur 2 terrains, sur deux fronts en même temps. Il est capable de performer autant dans les compétitions européennes qu'en Bundesliga. A déjà marqué 2 buts sur 3 matchs en Ligue Europa. Comme tu l'as mentionné, Mathieu, 4 buts, 6 passes décisives en Bundesliga jusqu'à maintenant, c'est phénoménal. A peut-être un peu ralenti dans les deux derniers matchs, a été un peu effacé contre le Bayern notamment et contre l'Union Berlin ce week-end, mais je pense que c'est des choses qui peuvent arriver à cet âge-là. On n'a pas nécessairement la maturité que d'autres joueurs peuvent avoir. C'est difficile aussi, c'est beaucoup de pression. Ça avait été la même chose avec Kai Havertz. C'est beaucoup de pression d'avoir les clés de l'attaque à 18, 19 ans. C'est beaucoup, beaucoup de pression pour un jeune de cet âge-là. Puis je pense que c'est normal que d'un match à l'autre, la performance ne soit pas nécessairement égale. Mais on voit tout de suite, en le regardant, au premier regard, on voit que ce jeune-là a d'énormes qualités techniques.
On voit qu'il est très fort physiquement, très fort mentalement aussi. Donc, je pense qu'il aspire à de très grandes choses. Et comme l'a dit David, hein, il va falloir le guetter du côté des grands clubs européens parce que je pense qu'on va se l'arracher dans quelques mois. Hein. J'allais dire quelques années, mais quelques mois. Hein. Je pense que d'ici, peut-être pas au mercato de janvier parce que les clubs sont encore serrés financièrement à cause de la crise à cause de la COVID. Mais je pense que dès le prochain mercato estival, on devrait voir des offres du côté de Leverkusen qui vont probablement être difficiles à refuser. Donc, autant bien l'apprécier hein, pendant qu'il est à Leverkusen et pendant qu'il est dans le championnat allemand, parce que oui, il y a des rumeurs qu'il l'envoie au Bayern, mais le Bayern versus 6 clubs anglais et 2 clubs espagnols, bon, ça fait quand même une chance sur 9 de ne pas le voir aboutir, en Bundesliga encore. Donc, 8 chances sur 9, pardon, de ne pas le voir aboutir en Bundesliga. Vous voyez que les maths, hein, moi j'étudie l'histoire, c'est pas pour rien. Non, ça va, mais ton dernier commentaire met en lumière le fait que on semble considérer de plus en plus au sein de d'autres ligues européennes les joueurs allemands. Et là, on commence à avoir des joueurs allemands s'exporter davantage. Exact. Et Florian Wirtz pourrait attirer l'attention comme Kai Havertz et Timo Werner et d'autres. Pas nécessairement des joueurs allemands qui sortent des académies. Hein. On a des joueurs qui transigent par la Bundesliga, si on veut. Il y a plusieurs joueurs qui vont être recrutés, par exemple, de championnats. On peut parler du championnat portugais qui recrute, qui a beaucoup de joueurs qui sont passés par la Bundesliga pour ensuite aller en Premier League, aller en Liga espagnole, en Serie A. Donc, je pense que la Bundesliga pour les jeunes joueurs européens et même sud-américains, même africains, devient un championnat de tremplin très, très, très intéressant parce que le niveau il est excessivement élevé, puis on donne la chance aux jeunes joueurs aussi de se faire voir, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres championnats comme la Premier League, où on favorise les gros noms, les transferts à gros budget. Donc, je pense que c'est des choses qui peuvent intéresser vraiment les grands clubs européens, le fait qu'on donne la chance aux jeunes joueurs en Allemagne, puis Florian Wirtz en est un autre excellent exemple. En tout cas, il semble avoir pris plus de responsabilités cette année, ou du moins son nouvel entraîneur, Seoane, semble lui confier davantage de responsabilités sur le terrain et il semble bien les assumer pour l'instant. C'est pour ça que j'avais envie de poser cette question-là. J'espère que ce le sera parce que je suis d'accord avec vous, c'est un beau joueur sur un terrain de foot à voir évoluer et j'espère que ça pourrait être l'année de l'éclosion pour lui, 2021-2022. Après, tu disais que peut-être déjà l'été prochain, il va être convoité. Ça risque un peu comme Kai Havertz. On a toujours cette part de dire est-ce qu'il n'est pas convoité un petit peu trop tôt. On va voir. Ça sera à surveiller. Mais pour l'instant, je pense qu'il s'est mis en vitrine. Là. Je pense qu'il va être un peu plus en vitrine cette année par rapport au fait qu'il était un peu plus dans l'ombre. Et la réponse de David est intéressante. Il est maintenant considéré en équipe nationale et ça, c'est pas rien. Ça veut dire qu'Hansi Flick a l'œil sur lui. Ce qui m'amène à mon 5e terme, qui bien entendu porte sur la Mannschaft. Alors, la Mannschaft est la première sélection à s'être qualifiée pour la Coupe du Monde 2022. Et pour l'instant, je pense la seule. On attend que la France batte le Kazakhstan pour être la seconde. Mais donc, sous Hansi Flick, la Mannschaft a assuré. Victoire de 2-1 contre la Roumanie. Ça a été un peu pénible et c'est la première fois que sous Hansi Flick, l'Allemagne a concédé un but. Mais ensuite, contre la Macédoine du Nord, qui avait donné beaucoup de problèmes à Joachim Löw, le prédécesseur d'Hansi Flick. On s'en rappelle, cette dégelée de 6-0, entre autres. Et là, cette fois, l'Allemagne a pris une belle revanche avec une victoire de 4-0. Et c'est grâce à cette victoire que l'Allemagne est officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar. Mais ma question par rapport à cette sélection de la Mannschaft, est-ce que vous trouvez, je vais commencer avec David bien sûr, est-ce que vous trouvez que Hansi Flick a en fait trouvé un équilibre déjà au sein de sa formation et que là, maintenant qu'il est qualifié, il va avoir le luxe de pouvoir travailler sur ces aspects-là ou bien même si on a eu beaucoup de blanchissage ou de clean sheet, comme on dit chez vous en Europe, à mes yeux, il reste peut-être encore des aspects au niveau de la défensive à travailler. C'est pas parce qu'on a des blanchissages ou qu'on concède 0 but, parce que Manuel Neuer camoufle parfois certaines choses grâce à son talent aussi. J'ai le sentiment qu'il y a encore des choses à travailler pour réparer un peu cette période creuse qu'a connue la Mannschaft à la fin de l'ère Joachim Löw. Alors, j'ai envie de poser cette question-là. Est-ce que maintenant que la Mannschaft va pouvoir aborder la suite des choses avec à tête reposée,
Est-ce que sur quoi Hansi Flick doit travailler pour assurer l'équilibre de son effectif si ce n'est pas déjà fait à vos yeux? Est-ce que c'est la brigade défensive? Est-ce que c'est la coordination des jeunes avec les vétérans? C'est quoi exactement, David? J'ai hâte d'entendre ta réponse à ce sujet. Ben, il y a un double calendrier, hein. Il faut vraiment garder ça à l'esprit en ce qui concerne l'Allemagne, un double calendrier. Alors le premier calendrier, à court terme, correspond à ce qu'a réussi Hansi Flick avec le Bayern dans un passé proche, c'est-à-dire qu'il est immédiatement efficace, immédiatement pertinent dans le travail, avec une équipe pour laquelle il a un objectif proche. C'était le cas avec le Bayern, redressé après que l'équipe de Niko Kovac se morfondait, il a redressé spectaculairement. Et là, avec l'Allemagne, il faut exister, il faut bien figurer dès la prochaine Coupe du Monde, dès 2022. Et il est capable de ça, le précédent Bayern l'a bien montré, et il est en train de faire pareil avec l'équipe d'Allemagne. Il a redressé, au moins sur le plan psychologique, mental, et donc technique, parce que la technique dépend de la confiance des joueurs, il a redressé une grande partie de l'équipe. On pense à Gnabry, on pense à Leroy Sané. Ça, on en cite deux. Et je pense que Werner peut suivre avec peut-être un peu plus de patience, parce qu'il est peut-être un peu plus imparfait, un peu moins brillant que ces deux-là, mais peut suivre le même chemin. Donc sur le court terme, le calendrier 2022, ça peut déjà être bien. Et je vais revenir sur ta question, Mathieu, tout de suite, sur les imperfections de l'équipe et les déséquilibres. Et le deuxième calendrier, c'est évidemment celui qui compte en Allemagne, c'est-à-dire Euro 2024 sur le territoire allemand. Et là, il faut une équipe qui sera prête à jouer les demi-finales. Donc, autrement dit, une fois qu'on est en demi-finale, on a l'espoir d'aller au bout. Ça aurait été étonnant qu'en Allemagne, on n'ait pas encerclé 2024 dans le calendrier quand même. Alors, il y a ce double calendrier. Donc, c'est un peu schizophrène parce qu'il faut s'occuper d'être efficace tout de suite, tout en préparant quand même une échéance qui est un tout petit peu plus lointaine et pour laquelle on compte, là aussi, sur Hansi Flick, bien entendu. On l'a pas recruté pour 6 mois à la fédération. Et donc, le calendrier le plus lointain peut permettre de travailler un petit peu mieux et un petit peu plus en profondeur, peut-être les imperfections. Les imperfections que tu as mentionnées, il va falloir faire avec en 2022. Jonathan Tah n'est pas un défenseur central infaillible, certainement pas. Upamecano, Orban, d'autres aussi sont des défenseurs centraux étrangers, ne peuvent donc pas participer, aussi bons soient-ils, j'en ai cité deux mais on peut en citer d'autres, à la qualité de l'équipe et à l'équilibre de l'équipe nationale allemande. Donc voilà là peut-être un secteur où on va devoir jouer un peu en tremblant. On va devoir peut-être prendre des risques un peu déséquilibrés, un peu inconsidérés parfois, parce que cette équipe attaque beaucoup. Et elle va se sauver si elle concrétise ses occasions. Elle sera peut-être en danger, comme ça a été un tout petit peu le cas contre la Roumanie, si elle vendange 6, 8, 10, 12, 16, 18 occasions d'affilée. Là, ça devient un peu plus gênant dans les têtes. Parce que derrière, on n'est pas très sûr, hein, évidemment. J'ai cité Jonathan Tah, mais on peut pointer du doigt d'autres défenseurs qui sont soit un peu au crépuscule de leur carrière, comme Mats Hummels, soit tout simplement pas infaillibles. Bon, et c'est le souci. Et puis aussi, un cran devant, Goretzka, Kimmich et quelques autres, ceux qui sont des milieux polyvalents là, dans l'équipe d'Allemagne, sont nettement plus brillants offensivement que défensivement. Donc il y a ce déséquilibre à gérer à court terme et à moyen terme en vue de l'Euro 2024. Face à des adversaires comme ceux du moment, avec Flick qui redonne à l'équipe sa carburation, pas de souci. Face à des équipes rapides, comme l'Angleterre, peut-être l'équipe de France de Mbappé et quelques autres, le risque sera plus grand et on fera du funambulisme. Et on devra prier pour que les offensives aillent au bout. Moi, je suis confiant, je pense que ça peut marcher, je suis optimiste. Mais il faut voir aussi que c'est pareil un peu pour le Bayern en ce moment. Le Bayern, on le dit, un peu favori de la Ligue des Champions au moment où on parle. Sauf que le Bayern, il concède quand même 3-4 franches occasions par match. C'est pareil pour l'équipe nationale d'Allemagne, y compris contre les adversaires actuels. Donc, ce risque-là, Flick va devoir le gérer, va devoir l'accepter. Peut-être que parfois, on gagnera 5-3 et on aura encaissé 3 buts et il faudra faire avec.
en espérant donc qu'on ait concrétisé suffisamment d'occasions pour battre l'adversaire. Pour le plus long terme, je sais pas. Je sais pas. Pour le plus long terme, en Allemagne, on est un peu inquiet parce qu'on dit que on a du mal à faire émerger des super talents à tous les postes aujourd'hui. Il y a dans la défense moins de compétitivité sur les latéraux notamment. La jeunesse, on a moins formé d'avant-centre aussi. Alors j'ai deux solutions immédiates, moi, hein. La première, c'est Simon Terro 2 qui carbure avec Schalke et qui participera peut-être avec Schalke à la montée, à la remontée de Schalke, mais on estime que il est bon en deuxième division, il n'a peut-être pas le niveau pour être fort au top niveau mondial. Et puis une deuxième solution, qui sait, c'est Lukas Mecha, qui joue avec Wolfsburg actuellement, qui est en train de prendre un petit peu d'envergure, qui a été champion d'Europe avec les jeunes il y a quelques mois. Peut-être deux pistes à poursuivre. Je pense que Flick va vouloir faire 100 et qu'il va vouloir s'appuyer sur la qualité offensive de Sané, de Gnabry, de Moussiala, de Havertz, de Werner, sans avoir un avant-centre de métier, parce qu'aujourd'hui, on estime en Allemagne qu'il n'y a pas le niveau d'un Lewandowski, il n'y a pas le niveau des grands finisseurs mondiaux, et donc on va devoir faire 100, et je pense que Flick l'a déjà intégré, et qu'il essaye de faire 100, et qu'il va se passer de ce joueur-là pour 2022, et peut-être aussi pour 2024. Et Anthony, pour conclure sur ce thème, comment tu analyses la Mannschaft au moment présent et comment tu vois la situation? Ben, je pense un peu comme David, hein, il y a des brèches à colmater derrière. On n'a pas nécessairement une défense qui est infaillible. On l'a vu même contre des sélections comme la Roumanie, même contre l'Islande dans une moindre mesure il y a quelques semaines. Oui, on concède des occasions. On concède des occasions franches. Puis je pense que lorsqu'on va jouer contre des équipes qui possèdent plus d'armes offensives, ben, il va falloir être prudent parce que ces occasions-là vont finir au fond. Hein, quand tu donnes des occasions à Mbappé, à Harry Kane, à Raheem Sterling, pour ne nommer que ceux-là, ben, plus souvent qu'autrement, le ballon se retrouve derrière le gardien. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment faire attention à ça. Il va falloir être plus serré derrière, il va falloir contrôler le jeu davantage, puis s'appuyer sur les forces de l'Allemagne. Comme l'a dit David encore une fois, il va falloir capitaliser sur nos chances parce que derrière, c'est moins solide. Il va falloir marquer beaucoup de buts, espérer en concéder le moins possible, en fait, moins que l'adversaire, hein, pour réussir à l'emporter. Puis, écoute, je pense que on va voir en 2022. Je pense qu'il y a un noyau de joueurs qui est très intéressant. Il y a des joueurs d'expérience qui apportent du très bon football présentement. Je pense à Thomas Müller, notamment, qui a fait un très bon retour avec la Mannschaft, qui a produit sur les deux derniers matchs des excellentes performances. Je pense à Niklas Zule aussi, hein, qui revient de blessure, qui revient d'une saison plus difficile. On l'avait mis de côté un peu au Bayern parce qu'on le disait pas très en forme. Puis présentement, avec le Bayern, ça va très bien. Même en sélection, on a connu quand même un assez bon match, hein, contre la Roumanie. Donc, il y a ces joueurs-là qui reviennent en forme ou des joueurs établis qui avaient été laissés de côté, qui reviennent aussi, qui offrent de belles performances, des joueurs qui peuvent apporter un pont, qui peuvent faire le pont entre la génération précédente et la nouvelle, qui sont les Karim Adeyemi, les Florian Wirtz, les Moussiala, les David Raum, bref, tous ces jeunes-là, hein, les Stotterbeck. Donc, il y a une nouvelle génération en Allemagne, une belle génération de jeunes joueurs qui d'ailleurs est championne d'Europe des moins de 20, des espoirs. Donc, je pense qu'on sait que la qualité est présente. Comme l'a dit David, peut-être pas à tous les postes, c'est le problème de l'Allemagne et ça l'est depuis quand même un petit bout. Depuis la retraite de Miroslav Klose, j'ai envie de dire, on n'a pas de numéro 9 digne de ce nom. Donc, oui, on pense peut-être comme tu l'as dit, à Lukas Mecha, mais qui est encore très jeune, 21, 22 ans, qui est un peu inconstant, un peu offre des performances en dents de scie, parfois à Wolfsburg. Sur un match, va mettre 2 buts, sur l'autre match, il touche 5 ou 6 ballons dans le match entier. C'est présentement, je ne crois pas qu'il a le niveau pour être sélectionné avec la Mannschaft. Mais il y a encore des pistes très intéressantes au niveau offensif. Puis même dans les jeunes, hein, qui n'ont pas encore eu beaucoup de minutes, on pense notamment, on n'en parle pas beaucoup, mais Karim Adeyemi, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui ne restera pas longtemps au Red Bull Salzbourg, à mon sens. Il a vraiment éveillé la plupart des grands clubs à son égard, notamment le Bayern Munich, hein, qui
selon les rumeurs, pourrait être tenté d'un transfert dès le mois de janvier pour lui. C'est pas loin géographiquement, quelques dizaines de kilomètres. Exact. Ben, lui, il a été formé au Bayern aussi, hein, il faut se rappeler, donc possiblement qu'il aimerait y retourner. Donc oui, il y a vraiment une belle génération de jeunes joueurs allemands, puis je pense que l'apport que les vétérans, les joueurs plus anciens, qui ont plus d'expérience, qui ont connu la Coupe du Monde 2014, qui ont connu l'Euro 2016, qui ont aussi malheureusement connu pour certains les déboires de 2018, ben, ils vont pouvoir transmettre leur expérience aux plus jeunes joueurs et espérer faire une transition plus harmonieuse. Puis je pense que c'est pas mal le plan du côté d'Hansi Flick. Puis ça s'amorce déjà pour la Coupe du Monde 2022 qui s'en vient. Mais comme tu le dis, David, je pense que l'ultime but, la préparation, tout ce qu'on fait dans les prochaines années, dans les prochains mois, est fait en fonction de 2024. Donc, on ne veut pas décevoir le public allemand, on ne veut pas décevoir l'opinion publique. Puis je pense qu'on va mettre tous les efforts possibles dans ce sens-là. Puis je crois qu'on est en bonne voie de le faire, honnêtement. Honnêtement et brièvement, je vais conclure avec 2-3 petits points. J'ai déjà remarqué qu'Hansi Flick, du moins pour ce qui est de la défense centrale, renonce au vétéran Mats Hummels, ce qui est déjà un signe, qu'il travaille sur le chantier du bloc défensif quand même et qu'il veut trouver les joueurs qui soient un peu en coordination, qui soient solides et qui aient une certaine vitesse en même temps que le physique. Il a renoncé aussi à mettre Joshua Kimmich comme latéral droit. Il le veut au milieu de terrain. Il a essayé Klosterman, entre autres, sur la droite. Je pense qu'il va essayer un vrai défenseur latéral droit. Donc, c'est déjà un autre signe là aussi. Et j'ai remarqué aussi, ça c'est le dernier point, pour moi la clé, je sais que je me répète, on n'a peut-être pas d'attaquant de pointe, mais Kai Havertz, qui est un profil si particulier, je pense que Hansi Flick, lorsqu'il constitue son animation pour la possession et l'attaque pour aller marquer des buts, il prend en compte le profil particulier de Kai Havertz, qui n'est ni un neuf traditionnel, mais qui n'est pas tout à fait un milieu de terrain non plus, pas tout à fait un ailier non plus. Il est atypique. Et je pense qu'il en tient compte. Alors, comment profiter de son talent avec des Thomas Müller derrière et tous ces joueurs que vous avez mentionnés? Et je pense qu'il réfléchit à ça aussi. Évidemment, c'est collectivement qu'il y pense. Mais je pense que la clé, c'est que quand il met ses pions en place, il tient compte de ce fait-là. Et c'est comme ça, je pense, comme David le disait, et aussi toi, Anthony, qu'il prend en compte le fait que j'ai pas de Miroslav Klose à l'avant-centre. Lewandowski n'est pas naturalisé allemand, mais j'ai Kai Havertz sous la main et il ne peut que progresser. C'est pas un neuf, mais c'est pas non plus... Il y aurait quelque chose à travailler, je pense, là-dessus. Je suis persuadé qu'il y réfléchit. Et il aura pas mal de mois à sa disposition pour préparer quand même la Coupe du Monde 2022. Parce que même si on a encerclé 2024, on va certainement vouloir faire très bonne figure en 2022 après l'échec en 2018, entre autres, mais aussi à l'Euro 2020 qui avait marqué la fin de l'ère Joachim Löw. Bien sûr, merci beaucoup. Vous avez eu l'esprit synthétique pour ce second épisode en vidéo-diffusion. On a couvert les 5 thèmes en 1 heure. Je ne saurais trop vous remercier de la profondeur de vos analyses en si peu de mots. Et je m'inclus là-dedans parce qu'on trouve que je suis très verbomoteur. Alors, j'ai fait un effort sur ce plan-là. Mais donc, je lève mon chapeau à nous trois pour la qualité de cet épisode. Un petit souhait de mon côté, puisque entre notre numéro précédent et celui-ci, les dessinés de Wolfsburg ont complètement changé. On souhaite qu'il n'en soit pas de même pour Fribourg, parce que quand même c'est un beau petit club, et on n'a pas envie qu'après être monté, il tombe et que Christian Streich s'en aille. On souhaite... On le souhaite. On souhaite que notre émission ne soit pas un porte-malheur, mais un peu comme Florian Wirtz. Vous avez remarqué qu'au moment où on avait abordé ce thème-là, David est allé allumer une lumière supplémentaire pour se mettre en lumière lui-même. Donc, il ne voulait pas que Florian Wirtz déteigne trop sur son côté vedette. Non, je rigole. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Ça fait un réel plaisir. Cette émission sera disponible très bientôt. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est disponible, bien entendu, en vidéo-diffusion. Mais pour ceux qui nous écoutent toujours en podcast, l'épisode sera bientôt disponible via le compte du Cannes Football Club Plus qui nous héberge, et via, évidemment, la diffusion sur des chaînes comme Spreaker, iTunes, Google Art Radio, Deezer, Spotify et même Podcast Addict, et j'en passe. Vous pouvez donc nous retrouver là si vous préférez le mode audio, si vous trouvez qu'on est trop moche à regarder. C'est votre choix. On se retrouve donc au mois de novembre et là, on parlera beaucoup de la Ligue des champions et de la performance des clubs allemands en Ligue des champions, mais aussi évidemment en Ligue Europa et la Ligue Conférence puisque l'Union Berlin y participe. Mais d'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt!